J'ai pas arrêté de me repasser ce moment dans ma tête. Parfois, je m'imagine même en train de courir vers toi, et je me dis que si je l'avais fait, tu serais encore en vie aujourd'hui, et on aurait une vie normale. Je te demande pardon. Je te demande vraiment pardon, Billy. Lorsqu'on voit Max lire cette lettre devant la tombe de Billy, on comprend qu'elle vit encore dans le deuil et la culpabilité. On sent qu'elle n'arrive pas à se pardonner, perdue dans le regret de ce qui s'est passé. Elle se sent responsable de la mort de son frère, persuadée qu'elle aurait dû intervenir, ou pire, qu'une part d'elle voulait qu'il disparaisse. C'est le moment exact que choisit une menace ancestrale pour frapper. Vecna. Ce qui suit, c'est le climax ultime de la saison. Une scène de 4 minutes qui a littéralement brisé Internet. Mais pourquoi ce moment précis nous a-t-il tous marqués au fer rouge? Aujourd'hui, on va voir comment Stranger Things a réussi l'impossible, transformer un combat contre la dépression en un des moments les plus forts de l'histoire des séries. Bon visionnage. Pour créer cette scène, les frères de Fer ont fait un choix radical, presque anachronique, à l'ère du tout numérique. Là où n'importe quelle production actuelle aurait abusé d'un fond vert impersonnel, l'équipe de Stranger Things a choisi de refuser la facilité du CGI total. Pour que nous, spectateurs, ressentions le danger, il fallait qu'il soit physiquement présent pour l'actrice. Le plateau était recouvert de rochers, de débris et de surfaces glissantes recouvertes de glycérine. Les frères de Fer n'ont pas filmé une performance, ils ont filmé une véritable épreuve d'endurance. C'est cette authenticité brute, ce refus de la perfection numérique qui donne à la scène son poids, sa sueur et sa profondeur. Et franchement, créer ce décor de A à Z à une époque où la plupart des productions ne jurent que par le CGI, c'est un pari risqué, mais le résultat en valait le coup. Est-ce que vous auriez eu ce même frisson, cette même boule au ventre, cette même peur de perdre Max si tout ça avait été fait devant un bête mur vert dans un hangar climatisé? Peut-être pas. Et on peut dire ce qu'on veut sur certaines décisions de la série, c'est bien la preuve que les frères de Fer étaient professionnels jusqu'au bout et voulaient nous offrir une expérience authentique. Mais cette exigence qui se sont imposées ne s'arrête pas au décor, mais aussi au choix des acteurs. Parce que le choix des acteurs est capital pour qu'une scène fonctionne. Et l'acteur que les Duffers ont choisi pour jouer Vecna était le meilleur choix possible. Jamie Campbell Bower est plus glaçant que jamais. Il suffit de le voir pour qu'on tremble de finir comme Chrissy ou Fred. Il impose de la terreur d'un seul regard. Sur le plateau, l'acteur restait constamment dans son coin, à grogner, comme s'il avait fusionné avec son personnage. Et le costume de Vecna n'est pas qu'une affaire de maquillage. Jamie passait 7 à 8 heures chaque jour à revêtir une combinaison de prothèses en silicone. Contrairement à beaucoup de méchants modernes qui ne sont que des pixels ajoutés en post-production, Vecna était là, physiquement présent, dans la pièce. Quand on le voit respirer, on sent que ce n'est pas du trucage. Ce réalisme couplé au talent d'un acteur qui terrifiait même sa costard ajoute une horreur viscérale à la scène. C'est ce face-à-face entre une actrice à bout de force et un monstre de chair et de silicone qui transforme un simple épisode de série en un moment de tension insoutenable. Mais si Jamie Campbell Bower était aussi impressionnant, il ne faut pas oublier qui est la vraie star de cette scène. Sadie Sink nous a offert une performance magistrale. Elle ne joue pas seulement l'acteur, elle devait physiquement lutter pour ne pas tomber à chaque foulée, alors que les cascadeurs la tiraient réellement avec des cordes au milieu des débris. C'est vraiment l'actrice qui courait pour que cette scène soit la plus authentique possible. Mais avant même de parler du moment où elle échappe avec Na, on doit parler du début de cette séquence. Lorsque Max est devant la tombe de Billy, Sadie ne joue pas seulement la tristesse, elle joue l'épuisement. Celui d'une fille qui n'a plus dormi, qui ne mange presque plus, et qui a passé des mois à rejouer la mort de son frère dans sa tête. Il y a une nuance incroyable dans son jeu. Elle n'est pas en train de faire un discours héroïque. À ce moment-là, Max est plus honnête que jamais envers elle-même. Elle rappelle qu'ils se détestaient, mais qu'elle aurait aimé qu'ils puissent s'entendre comme de vrais frères et sœurs. Lorsqu'elle lui demande pardon, on comprend que c'est la seule chose qui lui permette d'avancer,
la seule chose qui lui permette de redevenir celle qu'on avait connue. Cette performance de Sadie Sink est cruciale. On comprend qu'elle n'a pas été choisie au hasard et qu'elle a été l'actrice parfaite pour jouer ce personnage. Elle nous montre à quel point Max est vulnérable, à quel point elle est fragile, et si elle ne nous faisait pas ressentir ce poids immense devant la tombe, sa course vers la sortie n'aurait pas la même valeur. Pour qu'on ait envie qu'elle se sauve, il fallait d'abord qu'elle nous montre à quel point elle était perdue. Cette vulnérabilité, ça décide que ne l'a pas inventée seule. Elle est le point d'orgue d'une construction narrative impitoyable entamée dès les premières minutes de la saison. Car pour que cette scène nous brise, les scénaristes ont dû d'abord nous prouver que personne n'était à l'abri. Stranger Things nous a montré l'étendue des pouvoirs de Vecna à travers les morts brutales de Chrissy et de Fred. Le spectateur a déjà intégré une règle terrifiante. Quand Vecna te choisit, tu meurs. Il n'y a pas d'exception, pas de sauvetage de dernière minute. Cette certitude crée une tension insoutenable au moment où Max est visé. On se dit qu'il ne va pas oser la tuer, mais quand on voit ce que la série a déjà fait par le passé, notamment avec la mort de Bob Newby, on comprend que personne n'est à l'abri. Ce qui rend Vecna encore plus dangereux que le Démogorgon ou le Mind Flayer, c'est son aspect psychologique. Il ne se contente pas de chasser, il torture, il s'immisce dans les traumas les plus profonds de ses victimes, et pour Max, il utilise Billy. Vecna n'est pas juste un monstre dans une grotte, c'est la voix dans la tête de Max qui lui répète qu'elle ne mérite pas de vivre. Quand il l'attrape dans le cimetière, ce n'est pas seulement un duel physique, c'est le moment où Max doit décider si elle croit la version de Vecna qu'elle est coupable et seule, ou si elle choisit de croire en ses amis. La menace est totale, car elle est à la fois extérieure et intérieure. Pourtant, aussi terrifiant soit-il, Vecna a un point faible, celui auquel on n'aurait jamais pensé, mais qui pourtant est une décision scénaristique brillante, la musique. Le génie des frères de fer, c'est d'avoir compris que si Vecna attaque par le son, ses craquements d'os, sa voix caverneuse, la seule façon de briser son emprise est de saturer l'espace sonore avec autre chose. Et pour ça, rien de tel que la musique. Mais là où c'est encore plus fort, c'est que la musique préférée de Max illustre parfaitement son sentiment de vulnérabilité et sa dépression. Dans cette chanson, Kate Bush dit qu'elle aimerait échanger sa place avec quelqu'un et que si elle pouvait, elle monterait cette colline en courant. Ce morceau exprime exactement le désir inconscient de Max, prendre la place de Billy pour effacer sa culpabilité de ne pas avoir pu le sauver, mais peut-être aussi ce soulagement de se libérer de l'emprise de son frère qui faisait de sa vie un enfer. En utilisant une mélodie que Max écoute en boucle depuis le début de la saison, les scénaristes transforment un objet du quotidien, un simple Walkman, en une armure. Ils nous disent que contre la noirceur de nos propres pensées, parfois, le seul rempart, c'est ce qui nous rattache à nos souvenirs les plus vibrants, et je pense que ça peut nous parler à tous. On a tous cette musique qui nous donne la pêche quand on a un coup de moins bien et nous donne envie de se bouger. Mais la musique dans cette scène ne permet à Max que d'ouvrir une porte. Pour la franchir, elle doit faire ce qu'elle a arrêté de faire depuis la mort de son frère, faire confiance à ses amis, et ils seront là pour lui rappeler. Steve se rend compte que Max est en danger et il devient le protecteur que Billy aurait pu être. Lucas lui rappelle que lui et les autres sont là pour elle. Dustin comprend grâce à Nancy et Robin que la musique est le seul moyen de ramener Max parmi eux. Depuis le début de la saison, Max s'est isolé derrière son casque audio, mais dans cette dimension rouge sang, elle réalise que son Walkman n'est que le fil conducteur. Au bout du fil, il y a ses amis qui hurlent son nom. Ce qui la sauve, ce n'est pas juste une chanson de Kate Bush, c'est le souvenir des moments partagés avec eux. Elle revoit leur rire, leur complicité, de balles d'école. Elle se revoit avec Elf en train de manger une glace, un moment de légèreté totale où elle n'était pas une victime, mais juste une adolescente heureuse. C'est ce contraste entre la noirceur de Vecna et la couleur de ses souvenirs qui crée l'étincelle. Ces images agissent comme un électrochoc. Elle lui rappelle que sa vie ne se résume pas à sa douleur ou à Billy. Elle a des racines,
elle a des attaches, elle a des raisons de se battre. Alors, elle finit par se libérer de Vecna, elle s'arrache physiquement à son emprise, non pas par haine pour le monstre, mais par amour pour ceux qui l'attendent de l'autre côté. En courant vers cette faille, elle ne court pas seulement pour survivre, elle court pour les rejoindre, elle accepte enfin de ne plus porter son fardeau seule. Elle résiste aux débris de ce monde rouge sang qui s'effondre autour d'elle, elle s'alame entre les lianes et les rochers flottants de l'antre de Vecna. Traverser cette porte, c'est admettre qu'elle a besoin d'eux, et quand elle s'effondre dans les bras de Lucas, au milieu du cimetière, le message est clair. Vecna gagne par l'isolement, mais il perd dès que l'on accepte la main tendue de ceux qui nous aiment. C'est pour toutes ces raisons que Stranger Things a réussi à créer une scène parfaite. Ce n'est pas juste une combinaison d'effets spéciaux ou de décors, c'est une scène qui raconte une histoire. L'histoire d'une fille qui décide de surmonter ses peurs pour aller de l'avant. Une fille qui décide d'arrêter de porter un fardeau trop lourd pour elle et de faire confiance à ses amis. Parce que la musique, au fond, n'était qu'un écho. Ce qui l'a ramené, c'est le bruit de leur voix. Max ne s'est pas contenté d'échapper à la mort, elle a choisi de revenir à la vie. Dans cette scène, elle n'est plus l'adolescente terrifiée par son frère, elle devient l'un des meilleurs personnages de la série. Sa course pour échapper à Vecna n'est pas qu'une fuite de son passé, c'est une manière de foncer vers l'avenir. Un avenir qui sera encore difficile, rempli d'embûches, mais qui lui permettra de gagner la plus grande bataille qu'elle ait eu à mener, la bataille contre elle-même. Sur ce, bonne journée ou soirée, moi c'est Rems et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!